Avec une surface non urbanisée de près de 80% de son territoire, le Pérou est l'un des pays avec la plus grande biodiversité du monde. Il est le pays d'origine de la pomme de terre, de la tomate, du haricot, du fruit de la passion ou encore du quinoa. Il vit principalement de ses ressources naturelles. Paradoxalement, le Pérou est l'un des pays d'Amérique latine les plus touchés par la faim. La malnutrition touche 20% de sa population et peut grimper jusqu'à 80% en milieu rural, les régions les plus pauvres. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué los que producen comida son los más pobres? Ese es un dilema, digamos, bastante serio. Nous avons réussi la prouesse technologique d'augmenter la production alimentaire plus vite que la population croissait. Pourtant, la moitié des personnes qui meurent de faim sur la planète aujourd'hui sont des paysans, ceux-là même qui travaillent à nourrir le monde. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la faim. En el caso del Perú, eso es una cosa relevante. Nosotros somos un país culturalmente agrícola y vamos a seguir produciendo comida a pesar que estamos perdiendo. Porque es nuestra cultura, es nuestra tradición. Podemos ser pobres, vamos a seguir cultivando. Un des principaux responsables de ce fléau, le commerce international. Au Pérou, comme partout dans le monde, la logique des besoins capitalistes a remplacé celle des besoins nutritionnels, éloignant un peu plus chaque jour l'agriculteur de sa mission première, celle de nourrir la population. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il y a énormément de choses à préparer. Il y a beaucoup de récoltes. Donc aujourd'hui, on a récolté pour le GAC d'Ottrange, c'est leur commande. Les salades, une 5,60. Qu'est-ce qui reste encore? Un peu de cresson.
Mais ça, il n'y a pas grand-chose dans les commandes. Et un peu de roquettes. Ouais. Là, vers midi, je suis en accord pour la répartition. Ça va, pas de soucis. On y va? Allez, c'est parti. Allez, reste là. Voilà, près de toi, c'est... Un paysan, c'est quelqu'un qui est en connexion avec la terre et ses consommateurs. Je suis un paysan, proche de la terre et simple paysan. Oui, je le reconnais, je suis un paysan. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans nos régions, comme ailleurs, être un petit agriculteur, une petite agricultrice, c'est extrêmement difficile. Voilà des gens qui achètent leurs intrants au prix du détail et qui payent parfois très cher les pesticides, herbicides, insecticides qu'ils utilisent, leurs semences, etc., et qui vendent leurs produits au prix de gros. C'est des personnes qui souvent travaillent au cœur de la saison à plus de 60 heures par semaine pour un salaire extrêmement médiocre. Ils gagnent environ 7 € de l'heure brute. Faut vous imaginer, c'est extrêmement peu. Ouais, Emile, t'as fait combien de caisses là en épinards? J'ai fait 2. 2, c'est un bon début. Plus que 22. 22, je vais faire un peu plus de 3 kilos là. Deuxième grande difficulté, c'est que ces petits agriculteurs, très souvent, se sont endettés, parfois pour 25, 30 ans, pour acheter des terres avec des machines agricoles de plus en plus lourdes, exigeantes et coûteuses. Pour produire des légumes, il faut être propriétaire de la terre. Et l'image qui me vient aujourd'hui, c'est comme si on demandait à un chirurgien d'être propriétaire de son bloc opératoire et de toute la machinerie minutieuse et extrêmement coûteuse qu'il a pour pouvoir opérer ses patients. Ces agriculteurs, ces agricultrices sont dans une situation où ils ne sont plus maîtres de leur choix de production. On leur dit ce qu'il faut produire pour pouvoir être décemment rémunérés. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, le taux de suicide parmi les agriculteurs soit extrêmement élevé. Et deux, on a du mal à voir émerger une jeune génération d'agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs en moyenne en Belgique, c'est 56 ans d'âge. Et ceci doit vraiment nous inquiéter. Depuis une quinzaine d'années, alors que la population agricole conventionnelle en Europe baisse de 9% en moyenne par an, des agricultures alternatives en marge de l'agro-industrie sont, elles, en pleine croissance. Bonjour Cécile. Salut, Mike. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, Bah dis donc. tu vois, ça s'améliore pas. Non. Sur les jeunes feuilles, j'avais l'impression que c'est un peu moins touché et qu'elle s'en sort. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Sur la première partie qui est déjà en production, j'en conserverai une partie dans ceux qui sont les plus grands et les moins touchés. Cette nouvelle génération de paysans renaît loin de la logique productiviste, visant uniquement l'accroissement des quantités. Elle se développe autour d'une valeur oubliée du capitalisme, la résilience. L'arrosage aussi, effectivement. En agriculture, la résilience désigne la capacité à s'adapter aux changements de l'environnement, à résister aux chocs, à retrouver un certain équilibre en cas de perturbation. Allez, Fifi, voilà manger. Ce qui est chouette dans ce modèle diversifié, c'est que ça a une capacité à absorber des chocs ou des imprévus qui est beaucoup plus importante que dans un système, notamment en monoculture. Si j'ai un ravageur ou si j'ai un problème sur une des cultures, une de mes 60 cultures, en fait, ça va être beaucoup moins impactant que si j'avais un seul légume et que cette année-là, j'ai un gros mildiou sur pommes de terre et que je perds l'intégralité de ma récolte. Là, si mes fèves, elles sont pleines de pucerons et qu'elles donnent un peu moins, peut-être que ça va être compensé par le fait que mes tomates, elles ont super bien donné. On utilise des voiles de forçage pour les cultures, les protéger les fleurs du froid. Donc ici, là, le matin, on les enlève. On installe des ruches à bourdons dans les serres de fraises, ce qui permet d'assurer une bonne pollinisation et d'avoir des beaux fruits. Donc là, maintenant, il faut enlever ces voiles. Ça va, Antoine, un Kéradis? Ça va, ça va. T'as fait combien de bottes, là, déjà? 120. Cette volonté de résilience les éloigne de la monoculture, des immenses surfaces cultivables, du matériel trop coûteux et trop encombrant, et les amène de facto
à augmenter leur main-d'œuvre. Moi, je vais récolter les salades, ça va? Donc c'est vrai qu'ici, nous, on a une petite surface agricole cultivée par rapport à l'agriculture conventionnelle. On a moins de 2 hectares de production de légumes bio. On est très diversifié. On fait vivre 4 équivalents temps plein sur une production de moins de 2 hectares. Alors que dans des schémas classiques, il faut 50 hectares pour faire vivre une personne. Une ferme comme ceci, ça n'a pas pour intention de monter jusqu'à 10 000 mètres carrés cultivés. On restera calé sur nos 1500 mètres qui sont le modèle économique sur lequel on table. Après, l'idée, c'est de multiplier le système et de dire, OK, des fermes comme ceci, il en faut 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100 pour pouvoir arriver à nourrir une ville et être enfin résilient sur notre alimentation. Je sais que demain, si je veux, je peux produire pour 500 familles. On a la demande, mais on refuse toutes les nouvelles demandes. Et on les renvoie à d'autres producteurs. On les renvoie vers d'autres producteurs qui sont en train de démarrer, de se lancer. Et moi, je ne veux pas travailler plus pour devoir gérer plus de difficultés ou gagner plus si je n'ai pas besoin. Donc, Pour s'émanciper d'une agriculture industrielle qui montre ses faiblesses et ses paradoxes, ces producteurs reviennent en fait à une agriculture familiale durable. Alors aujourd'hui, en promotion, nous avons le Jack B. Little. Si vous téléphonez avant 10h20, vous avez 2 Jack B. Little pour le prix d'un. Il va le mettre dans le bénéfice. Mam la zango Mariam ton ya zinra tum la ton tum da ya groupe bobo wende be vilirana mam zinem kwamba mi akwamba nu pa ma yaga santa tabula mame yi ma nem kwamba zinra wenge pa den yakatam kwamba yodum kwamba école sa ya net fane zinge fo ne oto ya neta yember me en sobene ni me tara sama hanta son ni da to me sukuru ka me tara sama hanta son pour nya sen la kam pa do Avec 41 autres femmes, Mariam a créé le groupe Bogolawade et se sont rassemblés dans un jardin collectif. Mariam et son groupe ont décidé elles aussi de passer à une autre forme d'agriculture. Pour opérer cette transition, elles se sont formées à l'agroécologie. Ti boy ton da ning dena sar biriga ton pomoda tima ton sa sele ya balla ton tumne la fi min patolo gombenye ko ti dam dine hanjirundo yibe o ay ya nyina ton bobo ton kad ni sa anda mehrin giligide. En agroécologie, il faut recréer dans l'espace disponible un écosystème équilibré à la biodiversité variée, animale et végétale, où l'interaction de chacun des éléments sur les autres a été pensée pour servir la production.
Je vais vous faire un aveu. Ce sont des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie. Je devais leur enseigner la riziculture, les engrais de synthèse et des pesticides. Et elles m'ont très vite dit qu'elles allaient refuser parce que j'étais en train de tuer les escargots, j'étais en train de tuer les poissons, j'étais en train de tuer les grenouilles, j'étais en train de tuer les canards, et j'étais en train de tuer les canards qui picoraient les prédateurs du riz, et j'étais en train de tuer les canards qui picoraient les herbes adventices qu'on appelle mauvaises herbes. C'est elles qui m'ont expliqué que l'agriculture durable, elle considère l'agroécosystème, la rizière, c'est pas que du riz, il y a aussi des protéines. J'étais en train de tuer toutes leurs sources de protéines. Donc là, nous sommes dans un site maraîcher où des techniques agroécologiques sont développées. Voilà par exemple un exemple type de protection mise en place. Nous avons l'amarante au milieu, l'oignon et la tomate. L'amarante que nous mettons ici n'a pas d'odeur, mais a une autre fonction qui va représenter une fonction de refuge pour les insectes au cas où nous sommes appelés à traiter les plants qui nous intéressent. Là, vous voyez par exemple un exemple concret d'amarante qui est déjà attaqué, mais de la tomate qui n'a aucun souci. Et d'ailleurs, moi, quand je dois aller au marché, je préférerais les feuilles attaquées que les feuilles saines. Tout simplement parce qu'au moins je sais qu'il y a eu de la vie sur cette feuille. Si l'insecte a eu le courage de séjourner sur cette feuille, c'est qu'elle est bonne pour moi également. Un paysan qui n'a aucun moyen, aucun équipement, est confronté à des problèmes de production. On est dans un pays totalement agricole. Si la production agricole est diminuée, il y a toute une répercussion sur la satisfaction de ses besoins. Dans la tradition, celui qui n'arrive pas à nourrir sa famille, c'est la honte, c'est la pire des hontes. Les producteurs subissent parfois une perte de rendement les premières années qui suivent leur passage à l'agroécologie. L'équilibre se trouve après cette période transitoire qui peut se révéler fatale pour l'agriculteur. Afin de ne pas y cumuler d'autres pertes de récoltes dues à des erreurs de méthode, des associations comme ARFA ou Baobab organisent des formations et des suivis. Nous avons commencé avec un petit groupe de paysans, juste 25 paysans, et nous avons nommé ce groupe-là Amore Nerbouli. Nerbouli, c'est un symbolisme qui signifie le germe du bien. Pour toucher le plus grand nombre, ils travaillent à ce que des apprentissages soient ensuite retransmis par des groupes ayant déjà bénéficié de ces formations. Nous avons ce que nous appelons la formation par les pairs. Et là, par exemple, Mariam et son groupement vont vers d'autres groupements qui viennent vers eux ou qu'elles vont sensibiliser et accompagner à développer des pratiques agroécologiques. En apprenant à produire et en voyant des résultats, cela les motive à les transposer à la maison. Et à la maison, ça va être avec monsieur, ça va être avec les enfants et ça va se faire sur le site familial. C'est la maman qui a bénéficié de la formation qui devient la formatrice, entre guillemets.
Kitidam ta songo ton ni yel budo ton pazi. Ti wa ton sa ye ti wala momo ha pinde ti tazi ti raw kayamba yel paton e manare pakaba momo ha mana da yela songo drapa. Desarrollo económico local de Pacarestambo. Bienvenido, ingeniero Víctor. Usted habrá podido escuchar que le está dando impulso al tema de la agricultura familiar y esta producción orgánica, ecológica. Ya whisky se está viniendo bastante al mercado de productores. Muchos productores están viniendo y participando. Bienvenido. Gracias, Julia. Gracias, señora Ana María. Gracias, Renan. Y a todos los participantes acá, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de este prestigioso programa, y un programa, la verdad que de veras, que está dando muy aporte en este tema muy importante, álgido prácticamente. Cette transition, nous la retrouvons également au Pérou. Comme Mariam, de petites structures agricoles familiales se sont tournées vers une agriculture durable. Mi nombre es Diamar Ponce Villar. Soy casada, tengo 34 años, tengo 4 hijos. Mi esposo se llama Guzmán Plácido Fabián y nosotros somos una familia agroecológica. Aprendimos muchas cosas nuevas que no conocíamos. Inconscientemente, nosotros anteriormente trabajamos con química y no sabíamos que estábamos matando nuestra tierra, nuestro planeta. La mayoría de la gente está acostumbrada a sembrar con química. Somos pocos los que cultivamos lo que es agroecología. Claro, lo están cultivando las verduras, las hortalizas, las frutas en esta zona con abonos orgánicos, pero la papa continuaban echándole química, ¿no?, a la papa. Entonces yo dije, no, ¿y por qué no trabajamos lo que es con la papa? Para semilla y para comer. Llevas un cacho y medio. Que l'on forme ces petits producteurs est important. Que ces petits producteurs en influencent d'autres est primordial. Mais au Pérou comme ailleurs, c'est surtout dans les villes que ces changements doivent se faire connaître. Y también hacemos pequeños negocios. En las ferias llevamos nuestros productos cuando necesitamos. Ahora último que hemos producido la papa ecológica también llevamos, pero en pocas cantidades, porque la gente todavía no está bien concientizada y aún duda, ¿no? Hola. ¿Tu cebollita? 2.50. ¿2.50 el kilo?
Ya, dame 1 kilo, por favor. ¿Ya? Llama. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cosita, pues? Estoy buscando papa. Tengo papa capiro, también tengo papa blanca. Mira, lo que estoy queriendo es una papita para hacer un puré. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? La papita lo hemos sancochado, este es el chanchito, ¿sí? Lo que quiero es que se me dore bien, ¿sí? En este caso estamos utilizando casi todo el porcentaje de productos son totalmente agroecológicos. ¿Alguien de ustedes conocía este certificado? No. Nadie, es la primera vez. Y qué bueno que estén el día de hoy acá porque justamente estamos para eso, para que la gente conozca, para que nosotros vengamos a sensibilizarlos a ustedes. Pues nos vamos a las ferias a vender con nuestro certificado para demostrar a la gente que ese producto es natural y sano. Ya la chacra utilizan purito química, pero ahora pura química, utilizan el apio, el tomate, todo. Por eso mayormente nosotros ya no estamos ya durando ya como la gente antigua que duraba. Y hay una certificación que es esto, el SGP. En Acuara 2, desde acá, desde Aptao hasta 2 de mayo, en toda esta parte, aquella persona que te muestre, cómprale a ojos cerrados. Si eres un consumidor informado, puedes tú exigir información y puedes indagar la cadena de comercialización que ha sucedido para ese producto. Puede ser para el tomate, para la papa, puede ser para el maíz, etc. Esa exigencia o ese criterio de querer saber qué es lo que ha sucedido nos va a ayudar a entender de que el primer nivel de la cadena es la que está subsidiando a todos los que están dentro de la cadena. Eso va a obligar a los productores a que empiecen a cambiar su modelo de producción. En favorisant les productions issues de l'agroécologie, le consommateur contribue à son développement et garantit le revenu de ses agriculteurs comme Diamar au Pérou, Mariam au Burkina ou Cédric en Belgique. Mais généralement, de nombreux intervenants viennent se glisser entre le producteur et le consommateur, éloignant les 2 maillons principaux de cette chaîne d'approvisionnement. Ce sont les intermédiaires. Waraska. Udah sampai hinduka bawa. Sinto só triari. La voy que tenía en todo mi fogo do manto sinto assim. Pour vendre leur production, Mariam et son groupe vont elles-mêmes sur les marchés proches de leurs parcelles. Au niveau du Burkina, l'organisation du marché est faite d'abord au niveau village, inter-village, région, et puis au niveau central. Donc chaque producteur, en fonction de ses capacités, va essayer d'exploiter ces différents échelons du marché. Les intermédiaires sont importants dans la mesure où il existe des producteurs qui n'ont pas la possibilité pour aller exploiter un marché plus loin ou qui n'ont pas les quantités nécessaires qui justifient un déplacement sur une plus grande distance. Le problème, c'est que l'intermédiaire cherche à maximiser le profit et cela cause une perte pour le producteur qui le plus souvent n'a pas de choix. L'intermédiaire est là, il n'y a pas un autre à côté, donc voilà, il est obligé de vendre son produit à celui qui est là.
Si Mariam était contrainte de vendre ses légumes à un intermédiaire, elle lui céderait une grosse partie du bénéfice qu'elle génère en les vendant en direct sur le marché. Mais le système conventionnel rend les intermédiaires quasi incontournables. Contrairement aux produits de Mariam, plus de 90% des produits agricoles leur sont confiés, que ce soit pour le transport, la transformation, le conditionnement ou même la vente de ces produits. Les acheteurs de produits agricoles, les grandes entreprises de transformation, les grands distributeurs ont un pouvoir de négociation considérable sur les prix. Ils offrent généralement un prix très faible aux producteurs tout en exigeant un prix élevé du consommateur. La cadena productiva de la tara, normalmente los pequeños productores no son considerados porque su pequeña producción no es representativa respecto a la gran producción. Los pequeños productores, para ser considerados en la cadena, tienen que agruparse. Entonces, esta agrupación les brinda el beneficio de hacer volumen y buscar mejores precios para intereses del productor y su familia. Il y a plusieurs manières de faire face à ces grands acteurs économiques. La première est de se frayer un chemin dans la dynamique qu'ils imposent. Les petits producteurs peuvent se regrouper pour espérer avoir plus de poids et pouvoir tenir tête à ces intermédiaires. Pour arriver à écouler leur production à une plus grande échelle, ces petits producteurs péruviens, par exemple, se sont rassemblés en coopérative. La coopérative Campo Verde. La labor que se realiza en la planta de producción hay un responsable que es socio de la cooperativa, también es productor, pero en las otras actividades de transformación también participan los socios. Un des avantages de la coopérative Campo Verde est non seulement d'avoir regroupé toute une série de petits producteurs, mais également d'y avoir intégré toute la chaîne de production, de la récolte à l'empaquetage, en passant par le transport et la transformation du produit. En agissant de la sorte, ils sont devenus leurs propres intermédiaires. De cette manière, la totalité des bénéfices générés par chacun des maillons de la chaîne de production revient intégralement à la coopérative. Si la force de ces regroupements est de permettre à ces producteurs de vivre décemment, vendre leur production à plus grande échelle les contraint par contre à commercer avec la grande distribution, alimentant ainsi la dynamique qui les opprime. En ce sens, cette solution soignerait le symptôme plus que la maladie. La seconde manière de faire face à ces grands intermédiaires est de ne plus jouer le jeu du libre-échange et de s'affranchir purement et simplement de ces acteurs économiques. Regarde, on dirait des fraises. Des fraises? Ah ouais, ce sont des radis. Ça va? Ici, nous, ce qui nous permet de vivre et de pouvoir dégager le salaire de 4 personnes, c'est qu'on travaille en circuit court. Tout ce qu'on produit ici est vendu directement à la ferme. Donc, il n'y a pas de grossiste qui doit s'enrichir entre nous. Il n'y a pas de directeur d'une grande surface qui doit s'enrichir. Tout le monde est gagnant. Nous, on peut avoir un salaire équitable et les gens peuvent acheter des produits bio, frais et de qualité à un prix raisonnable aussi. El otra área de comercialización que tenemos es la venta directa de los productos hacia los clientes. En este tipo de ferias asisten una diversidad de clientes. Tenemos las amas de casa que directamente compran a precios justos, les entrega. Tenemos también a pequeños negocios que adquieren estos productos para poderlos
expander y también algunos restaurantes que también adquieren estos productos. A donde voy, trabajo con el productor y trabajo con lo que el lugar me brinda. Entonces, voy a aprovechar el producto que tengo y voy a trabajar con el producto que tengo. Buenos días, chicos. Comme Brezzo, des consommateurs et des producteurs ont décidé de faire l'impasse sur les intermédiaires en créant un commerce local en circuit court. Court dans la volonté de diminuer, voire d'éliminer les intermédiaires, et court en termes de distance géographique. Ainsi, les deux extrémités de la chaîne sont solidement réunies. Producteurs et consommateurs développent des liens que la mondialisation tente à faire disparaître. Ce qui serait sympa, c'est que tu ailles chercher des chicons et du taco. Ils sont excellents, les chicons. Ça va, vous en avez eu là, c'est passé, je l'ai pris. Très, très bon. Pour nous, c'est la plus grande récompense, c'est de voir que tous les clients sont là à l'ouverture du magasin. Donc ça veut dire qu'on est dans le bon, peut-être dans ce qu'on fait. Papa María. Papa Capiro. Acá tenemos las hierbas aromáticas para el corazón. Merci à vous. Et Alex, va bien? Côte de radis. Ça manque de salade au magasin, je suis obligé d'aller en récolter de nouveau. Vous voyez, par exemple, la dame, elle est venue cueillir juste quelques feuilles pour la cuisine de midi. C'est en même temps le marché, sauf qu'elle a des produits tout frais qui vont directement dans l'assiette. Oui, je pense que un genre de pesto ou quelque chose comme ça, oui. Ça prend de la place, les épinards. Vous l'auriez payé combien, votre sac? Merci. Ce qui est tout à fait remarquable et encourageant, c'est qu'au lieu de se rapporter les uns aux autres simplement à travers le médium de la monnaie et la loi de l'offre et de l'échange, ou de l'offre et de la demande, on va se rapporter les uns aux autres comme habitants d'un même territoire qui crée progressivement son identité à partir du choix qu'il fait de tel ou tel système alimentaire. Et c'est ce que des sociologues appellent la reconstitution du capital social. Vous savez, on parle beaucoup du capital physique, qu'il soit naturel ou artificiel, on parle beaucoup du capital financier, et on oublie qu'un ingrédient essentiel pour qu'une société puisse fonctionner harmonieusement, c'est le capital social, ce ciment qui nous permet de nous relier les uns aux autres, qui nous permet de construire ensemble des démarches collectives parce qu'on se fait confiance et parce qu'on partage une identité territoriale. La résilience, l'agriculture familiale durable, l'agroécologie, les circuits courts, la reconstitution du capital social. Toutes ces tendances ont la volonté de s'émanciper des contraintes économiques imposées par le commerce international. Ensemble, elles tendent vers un concept plus général, celui de souveraineté alimentaire. Donc là, nous avons des oignons violets déjà pratiquement prêts à être cueillis. La particularité de cet oignon, c'est son odeur. C'est son goût piquant, très piquant par rapport aux autres oignons. Et malheureusement, il ne se conserve pas sur toute l'année. Et même quand il y en a, ces oignons sont concurrencés par les oignons de la Hollande, tout simplement parce qu'à cette période, quand ils arrivent ici, ils coûtent moins cher que l'oignon produit ici.
se demande vraiment c'est quels sont les mécanismes utilisés pour produire des oignons qui voyagent et qui se retrouvent ici dans nos assiettes à moindre coût que ce qui est produit ici, quoi. Le concept de souveraineté alimentaire s'oppose à celui du commerce international, qui est lui basé sur l'idée qu'il faut mettre en concurrence les producteurs du monde entier pour que les plus compétitifs émergent de cette concurrence et que chaque région se spécialise dans ce en quoi elle est la plus concurrentielle. Les arguments, je les connais, hein. Cette femme qui repique le riz à la main. Vous voulez vraiment qu'elle continue de repiquer à la main en concurrence avec 200 fois plus compétitifs? Mais qu'elle renonce à faire du riz. Ces pays-là, il faut qu'ils renoncent à produire leur propre nourriture et qu'ils se spécialisent vers les produits tropicaux, parce que les pays nordiques, eux, ne sont pas concurrentiels. J'ai vite compris que cet argument est faux. Mais néanmoins, cet argument pèse encore. Les porteurs du libre-échange mettaient tout le monde en concurrence sur un même marché mondial. C'est porté par des arguments qui ont une apparence de bon sens. Bonjour. Bonjour. Vous avez acheté du riz? Ok, du riz. Il n'y a pas de problème. Alors, celui-là, bon, c'est le riz japonais, là. Bon, et ça, c'est le riz local. Ce qu'on voit ici, Sourou, quoi. Portugal. Ouais, c'est Portugal aussi. Un riz thaïlandais. La Thaïlande, quoi. Et il est marqué Mali à côté, ça veut dire quoi? Le riz même est produit en Thaïlande, mais ils ont leur magasin au Mali, quoi. Ok, donc en fait, ça, il est produit en Thaïlande, Mali. Ensuite, voilà. Il est transformé au Mali. Voilà. Et ensuite, il est importé au Burkina Faso. Voilà. Ok. Les pays du Sud, en appliquant les règles du commerce international dominé par les pays occidentaux, subissent la concurrence déloyale de l'agriculture industrialisée et appauvrissent la paysannerie. Nos pays n'ont pas cette capacité, n'ont pas ces moyens à mettre en place ces barrières drastiques comme les pays occidentaux le mettent pour les produits qui viennent. C'est un peu ça vraiment l'injustice de l'ouverture des barrières qui joue vraiment sur le paysan burkinabé, ou j'allais dire de la sous-région. La même marchandise, quand elle est vendue au même prix sur un même marché, pour le même volume, pour le même poids, il y a 200 fois plus de travail agricole chez la personne qui a travaillé à la main que dans la personne qui était équipée d'un tracteur et d'un moteur et de moissonneuses, batteuses et autres. Et du coup, pour acheter des produits de première nécessité, la personne est contrainte de vendre une partie de son produit sur le marché local, se retrouve en concurrence avec le produit étranger, contraint d'accepter une rémunération 200 fois inférieure. La souveraineté alimentaire vise à lutter contre cette concurrence déloyale. Elle implique le droit des États et leurs populations à choisir non seulement ce qu'ils consomment, mais également ce qu'ils produisent et comment ils le produisent. Le paysan, c'est la première personne à être souveraine dans ce qu'elle fait, parce que dans l'histoire, il a toujours évolué comme ça. Mais vu que c'est un secteur assez sensible, c'est pas pour rien que tout le monde s'y intéresse et que ça devient un domaine, un bien marchand et un bien économique, alors qu'il ne devrait pas l'être. Vous savez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens, quand je dis qu'il faudrait produire en Europe des protéines européennes sur le territoire européen pour des animaux européens en faisant l'usage de l'azote de l'air européen. Ils ne me traitent pas de nationaliste étroit. Ils me disent qu'ils ne sont pas fiers, eux, les Brésiliens, de produire du soja et du tourteau de soja pour nourrir nos cochons, nos volailles, nos ruminants. Eux, avec le soja, ils préféraient nourrir des Brésiliens. Mira, acá hay una calabaza verde. Llévate, pues. Puisque nous avons conscience du paradoxe de la faim, puisqu'une nouvelle génération d'agriculteurs souhaite profondément appliquer à leurs terres une autre manière de cultiver, puisqu'à l'empirisme de nos techniques ancestrales sont venues se greffer de nouvelles techniques scientifiques,
En d'autres mots, puisque nous avons tous les moyens d'enrayer un système à bout de souffle, pourquoi n'en sommes-nous pas encore là ? On demandait des conseils, on nous conseillait de se spécialiser. Je me rappelle encore, l'ingénieur agronome m'a dit, allez, faites que de la vache, faites que du lait. On nous disait, ah mais tu sais, faut mettre un peu plus d'engrais, il faut mettre un peu de phyto, vous allez voir, au lieu de faire 5-6 000 kilos à l'hectare, vous allez faire 7, 8, 9, 10 000. Et donc on était pris dans le processus. Et il fallait produire et on vendait, donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes. À 65 ans, se recycler, c'est pas toujours évident. On n'est pas vraiment soutenu quand on... C'est un pas qui est difficile à franchir, en tout cas. Oui. Je ne connais pas tous les... toutes ces techniques. Hein. Il y a toute une technique différente, donc il faut s'habituer. Hein. Pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture durable, on a souvent l'impression qu'il suffit de tout reprendre à zéro. Mais nous ne pouvons pas faire table rase du passé. Nous devons inclure les acteurs du système conventionnel dans cette transition. On ne peut pas être dans le jugement de personnes qui ont, depuis des années, pratiqué les méthodes que leurs conseillers technologiques, agricoles, agronomes et ainsi de suite, qui leur ont dit « faites ça, faites ça, faites ça, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, c'est comme ça qu'on va nourrir la population », pour du jour au lendemain leur dire « c'est de votre faute ». Tourner la page et dire je quitte tout ça et je fais autre chose, avec tous les risques qu'il peut y avoir, parce que l'agriculture biologique, ça se maîtrise aussi. Hein. C'est plus compliqué, évidemment, que de passer avec un pulvérisateur qui supprime toutes les mauvaises herbes et les maladies. Nous, on doit anticiper en permanence, on doit être en observation continuelle, on doit essayer de prévenir plutôt que de guérir. Donc, c'est toute une démarche très, très, très compliquée. Mais l'agriculture durable de demain, que j'appelle moderne et high-tech, elle va devoir aussi s'inspirer de disciplines scientifiques. Et là, c'est l'agroécologie scientifique, celle qui explique les agroécosystèmes. Toute technique agricole, un travail du sol, une protection des cultures, un impact sur l'ensemble de l'écosystème. Et on ne peut plus penser travail du sol, protection des cultures, soit au troupeau de façon séparée. Et ça, l'agroécologie scientifique, on est parfois un peu obligé de raconter. C'est plus complexe que cela. Je peux comprendre que certains, après 30 ans de carrière, où on a dit que c'était ça qu'ils devaient faire, aujourd'hui, se dire en regardant en arrière, est-ce que je dois faire autre chose, je crois que c'est très difficile de faire ce chemin-là. Donc il va falloir un temps de transition, et nous, on fait partie de cette transition par rapport à des projets agricoles. Je vais le faire cette année-ci en partie. Hein. Je vais mettre une dizaine d'hectares cette année-ci en bio, je trouve que c'est déjà pas mal. En faire 100 d'un coup, il y en a peut-être qui le font, mais voilà. C'est un choix, hein. Non, moi le but, je ne regrette pas du tout ma vie. Mais je suis content que mes enfants prennent mon conjoint. Voilà. La reconversion est une étape parfois difficile à passer, à la manière d'une cure de désintoxication. Et au-delà des difficultés de l'apprentissage des nouvelles techniques, se posent d'autres problèmes. On reste assez marginal, on ne se sent pas encore vraiment soutenu. Donc voilà, on se rend compte que dans les discours, oui, on veut soutenir l'agriculture familiale, durable, etc. Mais concrètement, dans les faits, les cases pour remplir les formulaires, on ne rentre pas encore tout à fait dedans. Mais bon, n'existe pas. Il faut espérer que ça va changer. De façon globale, la manière dont la politique est gérée à l'heure actuelle, en tout cas dont les aides agricoles sont gérées par la politique, ne permettent pas d'avoir un développement vers un nouveau modèle. On encourage les modèles existants, les modèles qui ne sont pas résilients. On ne maîtrise rien sur les aides. Donc aujourd'hui, il y en a, demain, on ne sait pas. Et c'est pas logique pour moi que l'agriculture soit tributaire des aides. Sans ça, elle est déficitaire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les agriculteurs dépendent des aides publiques pour survivre. C'est le salaire qu'il faut payer maintenant, oui.
Le système actuel pointant cela comme un manque de rentabilité. Mais ce discours nie l'essentiel, la reconnaissance que le paysan est indispensable à notre société. Donc voilà, j'ai commandé les pommes. Reconnaître cela implique un changement radical de pensée. Ne plus parler d'aide, mais de rémunération juste. Pas d'allocation, mais de salaire versé pour leur contribution. Tu dois mettre des chaussures pour aller à l'école, c'est mieux. Hein. Ils ont d'autant plus droit à leur part de gâteau qu'ils sont ceux qui en fournissent tous les ingrédients. Viens là au milieu, regarde. Tu mets la pointe, hop. Ouais. Attends, je vais prendre comme ça, regarde. Donc oui, une politique agricole commune qui utiliserait les fonds pour non pas aider des agriculteurs, des aides, des subventions, vous êtes des mendiants et on va vous mettre des conditions. Non, non, vous êtes des agriculteurs, vous êtes des paysans, vous êtes droit dans vos bottes, mais on négocie avec vous à quel prix êtes-vous prêts à nous rendre ce service environnemental et nous vous payons. Ça irait bien plus vite. Wow. Une calèche pour poule? Non, une calèche pour les œufs. Ah. C'est la poule qui travaille. Ah ouais. Il t'en reste plus qu'un. Alors, tout ce que je viens de vous dire, imaginez que je m'appelle Limagrin. Imaginez que je m'appelle Monsanto, que je m'appelle BASF, que je m'appelle Bayer. Ces grandes entreprises, souvent multinationales, qui ont investi lourdement, qui ont des actionnaires qui réclament des dividendes, qui jouent le taux de profit. Eh bien, ces grandes entreprises continuent de faire un lobbying très fort auprès des décideurs politiques, auprès des administrations et même parfois auprès de l'opinion publique. Ce lobbying est extrêmement puissant. Les producteurs, ils veulent vivre de leur activité. Qu'ils soient du nord ou du sud, c'est un droit. Mais pas travailler pour les multinationaux. Ils sont déjà riches. Ils sont déjà riches. Ils sont déjà riches. Ces lobbies ont tout intérêt à prôner un système qui produit de la nourriture de mauvaise qualité, puisqu'il est générateur de plus grands bénéfices. Et pour ce faire, tous les arguments sont bons. Comme celui qui veut faire croire que ce système est le seul capable de nourrir équitablement la totalité de la planète. On nous dit souvent aujourd'hui, le système dominant a peut-être beaucoup de problèmes et de défis auxquels il a à faire face, mais au moins, il permet une alimentation à bas prix pour les ménages pauvres. C'est vraiment tromper le public. D'abord parce que cette alimentation low cost qu'on nous présente comme la solution, elle est en fait très coûteuse. Elle a beaucoup d'impacts négatifs sur l'environnement, la santé des sols, la pollution des eaux, la perte de biodiversité, la destruction des insectes et donc des possibilités de pollinisation. Donc il y a des coûts sociaux, environnementaux, sanitaires tout à fait considérables qui ne sont pas répercutés dans le prix que le consommateur paye. Mais quelqu'un doit les payer. C'est soit les générations futures, soit c'est le contribuable pour effacer les conséquences problématiques de cette manière de produire et de consommer. Les économistes appellent ça externalités négatives, coûts cachés, qui ne sont pas dans le prix du produit, mais qui sont dans des impôts ou dans l'eau potable devient trop coûteuse. Donc effectivement, les prix du marché aujourd'hui ne reflètent pas les vrais coûts. Et quand nous faisons des choix de consommateurs en ayant vu que les prix du marché, eh bien, nous sommes induits, nous sommes incités à faire de mauvais choix, parce que c'est des choix qui, en définitive, nous sont très coûteux. Regardez comment elle fonctionne, la politique, aujourd'hui. Que le grand public, il n'est pas au courant de tout ça. Je pense que pour chaque citoyen, on doit comprendre le message ou acheter en direct chez l'agriculteur qui fait sa transformation chez lui à la ferme, déjà avec ce changement de comportement d'achat, mais en même temps, ne plus acheter les produits des multinationales, de Campina, de Nestlé, de Danone. Et pour ça, il faut cette solidarité entre consommateurs, entre agriculteurs, entre les NGO. La solidarité entre nous, ça peut aussi faire changer les décideurs politiques. Donc il y a un cercle vicieux, parce que les modes de vie ne changent pas tant que le politique et l'économique demeurent inertes. Et en même temps, c'est seulement si l'on reçoit des appels des consommateurs, des individus, que les politiques et l'économique vont se rendre compte de l'urgence de changer. C'est-à-dire que la somme de nos choix individuels, quand nous faisons un choix d'acheter ce produit-là plutôt que tel autre, ça a déjà des effets macroéconomiques. Le rôle du consommateur individuel quand il fait son choix de consommation, ça a la valeur d'un vote.
Oui. Zabri qui va aller. La fibala. La fibala. Faut on va pour on pour ko batima ya. C'est pas li kremen kin hermam. Il pas zabro samna ba. Le pas armé. Faut me gomme petit. Une société intelligente, ce serait une société démocratique où à travers des débats contradictoires, des échanges d'informations, les gens discutent, débattent de ce qu'il conviendrait de faire, de ce qu'il conviendrait de produire, de comment faire et de comment produire au nom de l'intérêt général, c'est-à-dire au service, en tout cas, du plus grand nombre. Le chemin a été long pour prendre conscience de l'importance des enjeux. Et comprendre n'est que la première étape. C'est par nos choix que nous devenons citoyens. Un citoyen dont la voix vient s'ajouter à toutes celles qui affirment leur droit de décider ensemble du monde de demain. Plus les voix sont nombreuses, plus l'écho de ce qu'elles portent sera fort. La finalité, est-ce que c'est d'aller en vitesse ou bien c'est d'aller lentement mais avec tout le monde? Parce que quand on fait une course de vitesse, c'est toujours une minorité qui arrive. Et ceux qui sont derrière, qu'est-ce qu'on fait d'eux? La gente vive del campo, toda la ciudad vive del campo, pero yo creo que ambos nos necesitamos, tanto la gente de la ciudad y la gente del campo. Pues yo le pediría a los gobiernos que se esfuercen, que se preocupen más por la gente del campo, porque de ellos comen, ¿no? De ellos comen. Y yo digo, no, debería haber más mirada a la gente campesina. Auto yam han karam da fu hon taga do suru po ma fu taga da fu karam ba fu rato ya wa ba taga da me la to ali wa professeur ampare atonu me be katonu me it fa hanan pa ko ba hini ita miti ato bon edam terfa net fa fijiti net fa wati be wala jini to ti la yit fa ra ko ma wona pa ko ba po ma. Ce n'est pas qu'un métier, c'est une histoire de vie. On ne peut pas séparer notre vie privée de notre métier. C'est un tout, quoi. C'est un changement de vie, c'est une vie qu'on a choisie. Et oui, il y a des contraintes tous les jours. On doit travailler tous les jours, forcément, mais on travaille quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on aime et qu'on a choisi. Et donc ça, c'est vraiment génial. Le temps qu'il faudra pour que cette métamorphose ait lieu, qu'on change d'une forme d'agriculture vers une autre, je suis incapable de donner le pas de temps. Ce que je sais, c'est que dans l'histoire, la plupart des révolutions qui ont eu lieu, je dirais qu'à la veille de cette révolution, nul ne les avait prédits.